En tant que pilote, vous vous entraînez toute votre carrière pour ce seul moment, cette seule fois où le destin, les circonstances et la malchance se réunissent pour vous forcer à sauver la journée. Mais que se passe-t-il si vous n'êtes pas du tout préparé à ce moment et que vous êtes complètement pris au dépourvu? Restez à l'écoute. Le 6 mars 2003, un équipage d'Air Algérie, composé de 2 pilotes et 4 membres d'équipage, se préparait pour un vol domestique en 2 étapes, commençant à Tamanrasset, en Algérie, puis continuant via une courte escale à Gardaïa jusqu'à leur destination finale, Alger. Le vol avait été retardé de près de 3 heures en raison d'un problème avec une pompe hydraulique du système B, mais le Boeing 737-200 qu'ils allaient piloter semblait être en bon état technique apparent. C'était un avion relativement ancien qui avait été livré neuf à Air Algérie en décembre 1983, ce qui signifie qu'il avait presque 20 ans, mais il était entretenu selon le manuel de maintenance et n'avait aucun défaut ouvert le jour du vol. Il était équipé de 2 moteurs à double flux à faible dérivation JTA Delta 17 Alpha, qui étaient également en état de marche mais qui avaient beaucoup d'heures de vol, le moteur gauche ayant dépassé les 30 000 heures et le droit approchant les 23 000. Et l'état de ce moteur gauche jouera un rôle vraiment important dans cette histoire. En raison de ce retard, le commandant de bord n'a pas participé au briefing avec le reste de l'équipage. Il arriverait un peu plus tard, une fois le problème avec la pompe hydraulique résolu. Cela signifiait que le copilote qui était arrivé à l'heure devait effectuer toutes les préparations avant le vol par elle-même. Les conditions météo étaient bonnes pour les 2 vols, malgré une hausse continue des températures. Et comme l'aéroport de Tamanrasset est situé assez haut, à une altitude d'environ 4500 pieds, l'altitude de densité devenait maintenant un facteur. L'altitude de densité, corrigée pour la température, est utilisée pour calculer la performance de l'avion. Elle peut avoir un impact significatif sur la montée, le décollage et la distance d'atterrissage requise. Parce que puisque l'air à température plus élevée a moins de densité, cela signifie qu'effectivement, il y a moins de molécules d'air qui se déplacent autour des ailes ainsi qu'à travers les moteurs, provoquant moins de portance à une vitesse donnée ainsi que moins de poussée. Cela signifie que l'avion partant chaud devra accélérer à une vitesse plus élevée en utilisant moins de poussée disponible avant de pouvoir décoller, ce qui signifie une distance de décollage plus longue ou une capacité moindre à transporter du poids. Avec le retard, l'avion devrait maintenant partir vers 14 heures, qui est le moment le plus chaud de la journée avec des températures autour de 25 degrés Celsius. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais à cette altitude d'aéroport plus élevée, cela peut réellement faire une grande différence, surtout avec un avion lourd. Mais ces calculs devraient de toute façon être vérifiés avant le départ, et si l'avion était trop lourd, eh bien, il y avait toujours la possibilité de simplement décharger quelques bagages ou cargaisons, donc le copilote n'était pas trop inquiet à ce sujet. Elle a continué à examiner le briefing et rien dans les plans de vol ne lui semblait inhabituel. La copilote avait 44 ans au moment de ce vol et avait accumulé un total de 5 219 heures de vol, dont 1 292 avaient été effectuées sur le 737-200. Le commandant de bord qu'elle attendait maintenant avait 48 ans et avait 10 760 heures de vol, mais il n'avait été commandant de bord sur le 737 que pendant environ 1100 heures. Il avait donc en réalité moins d'expérience sur ce type d'appareil que le copilote. Et curieusement, il était également copilote sur le Boeing 767-7 au sein de la même compagnie et avait effectué environ 31 heures de vol sur ce type d'appareil durant les 30 jours précédant ce vol. L'équipage de cabine et le copilote se sont finalement dirigés vers l'avion et ont commencé les préparatifs pour le départ. Naturellement, comme elle était la seule pilote présente, le copilote s'est préparé à opérer en tant que pilote en vol pour le premier vol et a effectué toute la configuration initiale et le tour de l'avion par elle-même. Elle a également demandé au ravitailleur d'ajouter 4,6 tonnes de carburant, portant le carburant de départ à près de 10 tonnes. Et ce fuel, avec les 97 passagers, porterait le poids de l'avion à un poids au décollage de 48 708 kg, ce qui n'était qu'à environ 800 kg du poids maximal au décollage de l'avion. C'est à garder à l'esprit. Finalement, le commandant de bord est arrivé et a accepté de laisser le copilote piloter la première étape. Et pendant qu'elle continuait à tout préparer, au lieu d'aider, il a commencé à parler au steward de quelque chose d'autre sans rapport.
Le steward avait, soit dit en passant, appelé chez lui un peu plus tôt et avait dit à son fils de 17 ans qu'il rentrerait tard à cause de quelques problèmes techniques qu'ils avaient avec l'avion et cet appel serait plus tard très mal interprété par la presse locale. Finalement, la maintenance avait réparé la pompe hydraulique et l'équipage de cabine a commencé à embarquer les 97 passagers prévus pour le vol. En réalité, 100 passagers avaient effectivement été réservés, mais 3 d'entre eux avaient rencontré un certain type de problème de documents lors du processus d'enregistrement et avaient donc été refusés pour le voyage. Parmi les passagers autorisés à monter à bord se trouvait un conscrit de 28 ans qui avait été assigné à un siège dans la toute dernière rangée devant la cuisine arrière. Il ne prêtait pas beaucoup d'attention au briefing de sécurité que donnait l'équipage de cabine et a plutôt décidé de se détendre sans attacher sa ceinture de sécurité, ce qui aura des conséquences profondes pour lui plus tard. Dans le cockpit, le copilote avait finalisé la configuration et les calculs de performance. À l'arrivée de la feuille de chargement, elle a repéré plusieurs erreurs, une différence d'1 tonne entre le carburant calculé et réel et quelques erreurs dans le nombre de passagers maintenant corrigées. Comme tout était maintenant fait, elle a commencé le briefing de départ en annonçant les vitesses de décollage qui comprenaient une vitesse de décision V1, 144 nœuds, une vitesse de rotation de 146 nœuds et la vitesse de montée à un seul moteur V2 de 150 nœuds. Ce sont maintenant des vitesses assez élevées. Pour un 737-200, mais comme je l'ai mentionné auparavant, cela était dû à la fois à la haute altitude de densité et au poids de l'avion. À cause de cela, elle a également informé le commandant de bord qu'il devrait utiliser un rapport de pression moteur EPR 2.18, ce qui indique essentiellement une poussée maximale. Après avoir annoncé cela, elle a essayé de continuer le briefing, mais a été interrompue par le commandant de bord qui n'était pas du tout intéressé à entendre la suite et a plutôt continué sa conversation qu'il avait avec le steward qui était toujours présent dans le cockpit pour une raison quelconque. Cela signifiait que le reste du briefing n'a jamais été fait et à la place, les vérifications avant le démarrage ont finalement été complétées et le copilote a appelé la tour pour signaler qu'ils étaient maintenant prêts pour la poussée et le démarrage. Et à un moment donné autour de là, le commandant de bord avait également décidé qu'il voulait que son ami, le steward, reste dans le cockpit pour le décollage afin qu'ils puissent continuer leur conversation. Cela signifiait que le steward occuperait maintenant le siège d'appoint central dans le cockpit au lieu de son siège d'appoint de cabine alors que l'avion commençait à rouler. Maintenant, ceux d'entre vous qui regardent fréquemment mes vidéos parce que vous vous êtes abonnés à la chaîne commencent probablement à vous tortiller un peu sur vos sièges maintenant et c'est pour de très bonnes raisons et je vous en parlerai après. À 14h08 et 36 secondes, l'équipage avait terminé leur procédure de recul et de démarrage et avait reçu une instruction de la tour pour commencer à rouler vers le point d'attente pour la piste 02. Le vent de surface a été signalé à 330 degrés à 12 nœuds, ce qui signifie un léger vent de travers venant de la gauche, mais sinon le temps était absolument parfait. Alors que l'avion commençait à rouler, le copilote a continué à essayer de suivre les procédures d'exploitation standard, mais le commandant de bord et le chef de cabine ne semblaient pas du tout intéressés par cela et cela me fait bouillir le sang. Parce que tout d'abord, dans un Boeing 737, il y a 4 membres d'équipage de cabine pour une raison. L'idée était qu'ils devraient garder toutes les principales sorties de secours en cas d'évacuation et aussi pour aider à organiser et à gérer tous les problèmes qui pourraient survenir dans la cabine. Le chef de cabine, le membre d'équipage le plus ancien et le numéro 3 après le commandant de bord et le copilote, est en charge de ce travail. Donc, pour le chef de cabine de choisir de rester dans le cockpit pendant l'une des phases les plus critiques de tout vol est tout simplement totalement inacceptable. Et deuxièmement, depuis le début du briefing pré-vol et jusqu'à ce que nous, les pilotes, terminions la dernière checklist d'arrêt de la journée, notre attention doit être uniquement portée sur la sécurité du vol. Maintenant, pouvons-nous discuter un peu de choses sans rapport pendant le vol? Eh bien, bien sûr que nous le pouvons, surtout en croisière, mais pendant le briefing et pendant les phases stériles du vol, absolument pas. Et il y a de très bonnes raisons à cela. Si nous regardons ce qui s'est passé jusqu'à présent dans cet exemple, le fait que le briefing de départ ait été interrompu par le commandant de bord indique qu'il ne voyait pas ce briefing comme ayant une grande importance. Mais le problème est que peu importe à quel point vous pourriez être habitué à piloter une ligne spécifique ou à connaître un aéroport, le briefing joue un rôle extrêmement important pour fournir de la concentration et faciliter la gestion des ressources de l'équipage.
Lors du premier vol de la journée, nous faisons systématiquement un briefing d'urgence et passons en revue tous les éléments à effectuer en cas de problème. Cela réveillera la mémoire musculaire et ramènera toutes les procédures rouillées au centre de l'attention et cela clarifiera les rôles de chaque membre de l'équipage au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Ce briefing d'urgence est ensuite répété à nouveau sous une forme raccourcie pendant le roulage pour s'assurer que c'est le dernier briefing que nous entendons avant le départ. Et en plus de tout cela, il y a souvent des procédures spéciales en cas de panne de moteur qui diffèrent entre chaque aéroport et qui doivent être suivies en cas de panne de moteur. Ces procédures peuvent être spécifiques à l'entreprise ou définies par l'aéroport et dans le cas de l'aéroport de Tamanrasset, la procédure de la piste 02 était de monter tout droit vers le Very High Frequency Omnidirectional Range Tango Mike Sierra, puis de tourner à gauche vers une direction de 239 degrés et de monter au-dessus de l'altitude minimale du secteur de 5036 pieds. Rien de tout cela n'avait été briefé avant le démarrage du moteur et alors que l'avion roulait maintenant vers le point d'attente, le commandant de bord et le chef de cabine l'ont de nouveau ignoré et ont simplement continué leur conversation privée. Évidemment, nous ne savons pas ce que le copilote pensait à ce moment-là alors que l'avion roulait, mais je doute qu'elle ait été très impressionnée par cela. Et même si elle se préparait mentalement à comment piloter le décollage et quoi faire en cas d'urgence, cela serait d'une petite aide si le commandant de bord, qui était le pilote en commandement, n'était pas préparé et nous verrons ce que je veux dire par là très bientôt. Finalement, l'avion a atteint le point d'attente et à 14 h 12 minutes et 30 secondes, le copilote a appelé la tour et les a informés qu'ils étaient maintenant prêts pour le départ. Le contrôleur a autorisé leur alignement et décollage de la piste 02 avec un vent de 330 degrés à 12 nœuds. L'équipage a vérifié les volets 1 pour le décollage et le copilote a relu l'autorisation en s'alignant sur la piste. Ce que personne ne savait à ce stade, c'est qu'à l'intérieur du moteur gauche, un gros problème avait déjà commencé à se développer. Plusieurs petites fissures avaient commencé à se former sur les pales de la turbine à haute pression située juste derrière les chambres de combustion. Ces fissures s'étaient formées en raison de la fatigue thermique et avaient été recouvertes d'une couche de vieux coke, un type de résidu solide noir formé lorsque l'huile s'oxyde et se décompose sous des températures extrêmes. Et cela avait permis aux fissures de passer inaperçues, et il est possible qu'elles aient commencé à se former après la dernière révision du moteur. Personne ne le saura jamais vraiment. Dans tous les cas, les pilotes ne savaient rien de tout cela et le commandant de bord a maintenant terminé l'alignement de l'avion avec l'axe central et a augmenté les niveaux de poussée du moteur à environ 1.2 EPR pour les stabiliser. Le copilote a annoncé « stabiliser », ce qui a incité le commandant de bord à mettre ensuite la poussée de décollage et les deux moteurs ont maintenant rugi à pleine poussée alors que le copilote annonçait « j'ai les commandes ». L'avion a commencé à accélérer sur la piste et initialement tout semblait tout à fait normal. Le commandant de bord a annoncé « vous avez un 90, un 100 et puis quelques secondes plus tard, V1, virage ». Le copilote a répondu en faisant pivoter l'avion lentement et régulièrement à environ 3 degrés par seconde jusqu'à une latitude initiale d'environ 18 degrés. L'avion avait atteint 160 nœuds lors du décollage. 5 secondes après, le copilote a demandé à rentrer le train d'atterrissage. Mais presque exactement au même moment où elle a fait cela, plusieurs des ailettes à l'intérieur de la turbine à haute pression du moteur numéro 1 à gauche se sont soudainement fracturées. Quand ils l'ont fait, cela a causé une perte immédiate de poussée du moteur numéro 1, la turbine ayant fortement ralenti. Cela signifiait également que les ailettes de la turbine de deuxième partie derrière la première ont subi des dommages sévères à cause des débris, et puisqu'il n'y avait maintenant plus de première étape pour expulser l'air, la deuxième étape a reçu tout l'air chaud sortant directement de la chambre de combustion qui n'avait maintenant nulle part où aller. Sans le refroidissement normal du flux d'air, ces ailettes ont commencé à fondre à cause de la chaleur incroyable, et tout ce processus s'est produit en quelques secondes. Maintenant, ce n'était pas génial, mais c'était loin d'être catastrophique non plus. La panne était contenue à l'intérieur du moteur gauche et il n'y avait pas de feu et le moteur droit fournissait toujours la pleine poussée de décollage. C'est un scénario que tous les pilotes s'entraînent à gérer tous les 6 mois et bien qu'extrêmement rare, il est tout à fait dans les capacités de l'avion tant qu'il est géré rapidement et de la bonne manière. Mais ici, les résultats de la mauvaise préparation de l'équipage commenceraient à montrer vraiment ses véritables effets.
Lorsque la panne du moteur s'est produite, l'avion a dévié d'environ 12 degrés vers la gauche en raison de l'effet de la poussée asymétrique du moteur droit, toujours en fonction, et du moteur gauche maintenant hors service. Le copilote a réagi à cela en poussant le gouvernail à droite et en corrigeant l'avion de nouveau à droite. Et souvenez-vous qu'elle avait déjà demandé que le train d'atterrissage soit rentré juste une seconde avant que la panne du moteur ne se produise, mais le commandant de bord avait soit complètement manqué cela, soit été tellement surpris par le bruit soudain et le lacet qu'il l'avait complètement oublié. Le copilote a laissé échapper des exclamations en luttant avec l'avion handicapé et a appelé « Qu'est-ce qui se passe ?» Maintenant, dans un cockpit fonctionnel, cette panne est censée être suivie par des actions très définies. Le pilote qui vole doit se concentrer sur le pilotage de l'avion et sur son ascension sûre loin du sol. D'autre part, le pilote qui surveille doit s'assurer que l'avion monte en toute sécurité, puis soutenir le pilote en vol en rentrant le train d'atterrissage une fois qu'un taux de montée positif a été confirmé, puis annuler tous les avertissements qui pourraient être distrayants. Les 400 premiers pieds du décollage devraient être uniquement consacrés au pilotage de l'avion et à la vérification que la configuration est correcte et que l'avion monte en toute sécurité. Au-dessus de 122 mètres, le pilote devrait demander le cap, signaler la défaillance et continuer à manœuvrer l'avion. Le pilote en surveillance devrait alors commencer à essayer de diagnostiquer la panne et à effectuer tous les éléments de mémoire qui pourraient devoir être effectués de manière rapide mais contrôlée, tout en vérifiant ses actions avec son collègue. Ce cas est en fait un excellent exemple de pourquoi nous avons des éléments de mémoire, car un dommage grave comme celui-ci, où le moteur est essentiellement en train de fondre, peut être empêché de s'aggraver en déplaçant le levier de démarrage du moteur pour couper l'arrivée de carburant. Mais pensez-vous que cela se soit produit? Non, cela ne s'est malheureusement pas produit. Au lieu de cela, le commandant de bord, seulement 5 secondes après la panne, a repris les commandes du copilote et a continué à monter jusqu'à 18 degrés. Alors ici, certains d'entre vous pourraient penser que ce serait une chose logique à faire par le commandant de bord. Après tout, il est ce pilote en commandement, donc c'est son prérogative de prendre le contrôle, surtout si le copilote a du mal. Mais il est important de se rappeler quelque chose d'abord. Premièrement, le commandant de bord n'avait aucune idée à ce moment de ce qui causait réellement les problèmes de manipulation pour le copilote. Il avait entendu un bruit et ressenti un lacet, mais il n'avait pas eu assez de temps pour évaluer réellement la situation. Deuxièmement, le copilote demandait ce qui se passait, gérait réellement la situation selon sa formation et de manière assez bonne. Il est profondément difficile de prendre les commandes pendant une urgence, y compris la gestion des difficultés lorsque vous n'avez pas piloté l'avion depuis le tout début. Une panne de moteur ou des problèmes de contrôle de vol peuvent se manifester de manière très différente selon leur cause. Modifier les commandes à très basse altitude peut être difficile même en comprenant la situation. Et ce commandant de bord ne la connaissait pas. L'avion montait encore lorsque le copilote a demandé de rentrer le train d'atterrissage. Donc, la meilleure chose à faire ici aurait été pour le commandant de bord de suivre les procédures qui avaient été créées pour exactement ce scénario. Mais malheureusement, comme nous le savons, ces procédures n'avaient pas été briefées plus tôt. Donc, le commandant de bord s'est retrouvé à contrôler une situation pour laquelle il n'était pas mentalement préparé. Piloter un avion avec un défaut inconnu à une altitude de seulement 300 pieds. Il a maintenu l'attitude normale de décollage, ce qui, avec un moteur en panne, un avion chargé et le train d'atterrissage sorti, a entraîné une diminution rapide de la vitesse. Au cours des quelques secondes suivantes, le commandant de bord a crié plusieurs fois au copilote de lâcher les commandes, ce qu'elle a répété qu'elle avait déjà fait. Elle a aussi suggéré de rentrer le train d'atterrissage, mais sans réponse du commandant de bord, probablement trop stressé pour l'entendre. Le train n'a donc jamais été rentré et dans leur configuration actuelle, ils auraient dû piquer du nez pour maintenir la vitesse et l'ascension. L'assiette normale, après une panne de moteur une fois le train rentré, serait d'environ 12 degrés, mais l'avion maintenait encore environ 18 degrés à ce stade. Maintenant, même avec le train sorti, les performances de l'avion auraient permis une montée d'environ 150 pieds par minute si la vitesse était plafonnée à V2. La vitesse aurait augmenté à environ 450 pieds par minute si le train avait été rentré, mais un autre problème est survenu. Parce qu'à un moment donné, pendant les premières secondes après la panne, la poussée sur le moteur restant du côté droit avait également été réduite.
Nous ne savons pas si cela s'est produit lorsque le commandant de bord a repris les commandes ou si c'était une réaction instinctive du copilote, mais l'effet combiné de l'avion entièrement chargé avec un moteur en panne et l'autre fonctionnant en dessous de la pleine poussée et le train d'atterrissage toujours sorti était que cet avion approchait maintenant rapidement d'un décrochage. Le commandant de bord a continué à demander au copilote de retirer ses mains, ce à quoi elle a répondu qu'elle l'avait déjà fait. Il est maintenant possible qu'il ait ressenti une certaine résistance dans les commandes et a supposé que cela était causé par le poste du copilote, ou elle aurait peut-être simplement gardé instinctivement ses mains sur le manche, nous ne savons vraiment pas. Mais nous savons que le copilote a maintenant pris son micro à main et a appelé le contrôle du trafic aérien en disant « Nous avons un petit problème et seulement une seconde après cet appel, la première activation de l'avertisseur de décrochage a pu être entendue sur l'enregistreur vocal du cockpit durant environ une seconde. » Le copilote n'aurait pas dû se concentrer sur la communication avec le contrôle aérien à ce moment-là. Au lieu de cela, elle aurait dû surveiller et annoncer les vitesses et les tendances d'altitude qu'elle pouvait voir sur ses instruments. Mais le fait qu'elle ait été transformée de pilote en vol à pilote en surveillance, sans aucun type de passation formelle, l'avait probablement désorientée et au moins elle essayait de faire quelque chose en appelant le contrôle du trafic et en suggérant de rentrer le train d'atterrissage. L'avion a atteint son altitude maximale de 390 pieds environ 12 secondes après la panne du moteur et à ce moment la vitesse avait tellement diminué que l'avertisseur de décrochage a commencé à fonctionner en continu et il a continué à le faire pour le reste du vol. Le commandant de bord n'a verbalisé cet avertissement d'aucune manière. Il a juste continué à piloter avec la même attitude alors que l'avion commençait maintenant à descendre rapidement vers le sol. Dans la tour, le contrôleur avait vu le lacet initial de l'avion et avait reconnu qu'ils avaient de gros problèmes. Il a immédiatement déclenché l'alarme d'accident qui a alerté les pompiers de l'aéroport qui ont commencé à se précipiter vers l'extrémité de la piste. Dans le cockpit, l'avertisseur de décrochage était maintenant également accompagné d'un avertisseur de proximité du sol. Ne descendez pas et l'aile droite a commencé à tomber lentement, probablement en raison du décrochage imminent. À 14h15 et 18 secondes, le vol 6289 d'Air Algérie a atterri juste au-delà de l'extrémité de la piste 02, l'arrière de l'avion et l'aile droite touchant le sol en premier. L'énorme quantité de carburant à l'intérieur de l'aile a presque immédiatement pris feu, transformant l'avion en boule de feu alors qu'il se brisait en plusieurs morceaux, glissant à travers une clôture de périmètre d'aéroport et sur une route avant de finalement s'arrêter. La majorité de l'avion a presque immédiatement été consumée par le feu et les pompiers n'ont pas pu faire grand-chose lorsqu'ils ont atteint les débris seulement environ 3 minutes après que l'alarme a été déclenchée. Sur les 97 passagers et 6 membres d'équipage, 102 d'entre eux ont péri immédiatement, ce qui signifie qu'il n'y avait qu'un seul survivant. C'était le conscrit de 28 ans dont j'ai parlé plus tôt. N'ayant pas attaché sa ceinture, il a été éjecté de l'avion lors de sa désintégration, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Il a été gravement blessé et est resté dans le coma pendant plusieurs jours avant de finalement se réveiller, ce qui signifie que lui et les 3 passagers qui ont raté leur vol devraient se considérer très chanceux. L'enquête a conclu que l'accident a été causé par une perte de poussée du moteur pendant une phase critique du vol, suivie d'un échec de rentrée du train d'atterrissage, et le commandant de bord prenant les commandes sans être correctement préparé ou avoir identifié le problème. La préparation du vol en dessous des normes, le fait que la panne se soit produite juste au moment où ils allaient rentrer le train d'atterrissage et l'absence de Crew Resource Management après la panne ont également contribué à l'accident. 4 recommandations en ont résulté, dont une augmentation de la formation Crew Resource Management pour tous les pilotes d'Air Algérie, une plus grande attention à la conformité de la formation en cas de panne moteur et la mise en place d'un meilleur programme de sécurité des vols pour surveiller et analyser les données de vol afin d'identifier les tendances dangereuses. Et sur une note très personnelle, c'est exactement pourquoi il est si important de suivre et de respecter les procédures opérationnelles standards. On ne sait jamais quand elle pourrait sauver votre vie, tout comme vous ne saurez jamais quand je publierai ma prochaine vidéo, à moins que vous ne soyez abonné à la chaîne. Vous pouvez me soutenir en soutenant mon sponsor, en achetant un superbe t-shirt ou en rejoignant ma fantastique équipe Patreon. Passez une journée absolument fantastique et je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.